Dans cette troisième partie, nous allons passer en revue quelques réalisations que nous estimons d'importance et qui ont été conçues et réalisées durant les 20 dernières années. Nous mettons l'accent sur le secteur de la culture, le plus concerné peut-être après celui de la religion par la question d'identité. Bien entendu, la liste des projets est loin d'être exhaustive. Nous avons sélectionné les œuvres en fonction de la disponibilité de l'information grâce à une publication phare du ministère de la Culture, à la revue Vie de Ville et à la contribution des quelques architectes que nous avons pu contacter et qui ont bien daigné répondre à notre sollicitation. Notre objectif dans ce travail, et à travers le florilège des œuvres choisies, n'est point de vilipender gratuitement, de stigmatiser ou de porter atteinte. L'objectif est tout simplement d'apporter un éclairage critique sur les différentes facettes d'intégrer la dimension identitaire dans le projet et de mettre l'accent sur les réalisations qui nous paraissent les plus réussies, celles qui ont su dépasser les visions historicistes et passéistes pour proposer une synthèse convaincante entre tradition et modernité ou tout simplement une vision nouvelle. Nous essayons seulement de combler un vide. En l'absence d'une véritable critique, l'architecture ne pourrait avancer. Car, faut-il le souligner, à l'instar de toute création artistique, l'architecture ne peut se départir d'une critique constructive qui la fera avancer. Sauf quelques exceptions qui confirment la tendance globale, nous ne possédons pas d'école critique dans ce pays. École critique qui peut aider à l'émergence d'une véritable architecture chez nous. Les réalisations que nous avons choisies sont tirées d'un ouvrage produit par le ministère de la Culture intitulé « 50 années d'architecture au service de la culture ». Nous les avons complétées en utilisant d'autres sources comme la revue Vie de Ville, bien évidemment. Parmi les œuvres choisies, il y a donc des musées, des maisons de la culture, des centres culturels, des bibliothèques, des centres de recherche, bref, une collection très riche dans laquelle les productions sont très inégales du point de vue architectural. L'ensemble des réalisations couvertes dans l'ouvrage que nous avons cité et d'autres, par exemple Vie de Ville, dans un numéro consacré aux grands projets de la culture, peuvent être regroupées en 3 catégories. La première catégorie regroupe des œuvres qui sont dans l'interprétation littérale, avec la reprise intégrale ou presque d'un style ou l'élaboration d'un syncrétisme basé sur des formes du passé. L'un des exemples les plus éloquents est ce centre de recherche et d'études andalouse situé à Tlemcen. Le résultat est une réussite du point de vue technique, exécution, mais soulève du point de vue architectural nombre de questionnements. Premièrement, le bâtiment est une interprétation littérale très conservatrice. Est-ce un choix de l'architecte, du maître d'ouvrage? Les comptes rendus ne le précisent pas. Résultat, un édifice qui renvoie une image d'un passé idyllique mais révolu, avec une technique du XXIe siècle et un style du XIIIe. La question la plus pertinente est la suivante: pourquoi un centre de recherche andalouse doit-il être conçu dans le style andalou? Si nous devions construire un centre de recherche archéologique sur les jets d'art de Frenda ou sur le mausolée d'Ibn Ghassan ou celui de Tipaza, le ferions-nous sous les mêmes formes? Non, surtout pas ça. On retomberait sur l'aéroport de Batna. Bon, c'est juste une petite anecdote pour mettre une dose d'humour. Plus sérieusement, pourquoi ne peut-on pas construire un centre de recherche et d'études avec un langage contemporain qui peut s'inspirer de l'ancien sans pour autant le copier à ce point? Je respecte le choix architectural qui a été fait, mais dans une perspective pédagogique, je me dois d'expliquer aux étudiants et aux amateurs d'architecture le pourquoi de cette option. Le musée des Arts Premiers, appelé aussi le Quai Branly, abrite des œuvres dites primitives, et pourtant Jean Nouvel l'a conçu sous une forme moderne et fonctionnelle, et ce n'est qu'une goutte dans l'océan des exemples de ce genre. Dans le même registre, à peu près, on trouve donc le palais de la culture de Tlemcen, qui lui aussi verse dans cette tendance d'interprétation littérale, de citation même.
La bibliothèque régionale de Tlemcen arpente le même chemin, ce qui donne l'impression que tous ces édifices réalisés à Tlemcen, intronisée capitale de la culture islamique pour une année, auraient plus voulu faire preuve d'ancrage dans la culture et la civilisation islamique, dans son aspect historique, que de la projeter dans la modernité. À moins que ce fût le fait du prince qui avait fait son effet. Quoi qu'il en soit, le résultat reste mitigé, parce que on s'éloigne des grands principes qui font l'architecture, la vérité structurelle, la relation entre le triptyque structure, forme, fonction, le reflet du temps, etc. Cette façon de faire est plus proche du pastiche parce que elle reprend des éléments, des archétypes qu'on colle sur la façade pour donner un aspect stylistique quelconque. Pas trop loin de Tlemcen, l'école régionale des beaux-arts de Mostaganem fait dans le même registre, qui se rapproche un petit peu des réalisations passées en revue précédemment, avec une dose d'éclectisme dans le choix des archétypes plaqués sur la façade pour faire islamique. Dans un registre différent, mais selon le même ordre d'idées, on retrouve aussi cette interprétation littérale, pratiquement conservatiste ou conservatrice, dans ce musée de Tindouf qui reprend certains éléments de l'architecture locale, comme les contreforts, les types d'ouverture, les acrotères, etc. Et là aussi, on est dans la même logique, même si on doit quand même lui concéder à l'architecte un certain niveau d'abstraction qui a été quand même insufflé à ce projet. Dans un autre registre stylistique, mais avec une démarche pratiquement similaire, on trouve ce projet du musée du tapis de Babar dans la région de Khenchla, et qui reprend certains éléments tirés du répertoire de l'ornementation et des motifs berbères de la région, mais dont l'interprétation demeure basique, voire superficielle et littérale, faisant en sorte que pratiquement on ne sait plus si c'est un bijou ou si c'est de l'architecture. Cette démarche folklorique et caricaturale reflète la qualité de l'enseignement de l'architecture dans nos universités. La deuxième catégorie illustre une démarche à cheval entre un conservatisme extrême et une abstraction tout à fait contemporaine, même si cette dernière reste timide. On peut classer un certain nombre de projets dans cette catégorie. Je ne suis pas particulièrement partisan de cette tendance, mais je dois rester au-dessus des préférences personnelles et souligner malgré tout une esquisse de modernité qui se fait, une esquisse de synthèse timide mais bien réelle. Le Centre arabe d'archéologie à Tepaza par le bureau Arcade, dans lequel il me semble qu'un effort a été fait en termes d'interprétation des archétypes, même si on retrouve quand même l'essentiel des éléments qu'on a passés en revue dans la première catégorie, dans certaines modénatures des façades, mais il ne faut quand même pas faire la fine bouche. Il y a un certain effort qui a été fait en ce sens qu'il faudrait encourager. Idem, pour la Bibliothèque nationale de Skikda, il y a une reprise de certains éléments et des efforts sont faits comme le fait de mettre la coupole en verre, d'essayer d'apporter une certaine abstraction. On voit quand même qu'il y a un cheminement assez sophistiqué, assez laborieux, mais un cheminement quand même qui s'esquisse vers plus d'abstraction, vers plus de réinterprétation de certains éléments. Enfin, une troisième catégorie comprend des réalisations qui ont réussi soit à faire la synthèse entre les éléments du patrimoine et certains éléments de la modernité, soit se sont totalement affranchis des archétypes historiques et ont adopté une posture complètement différente vis-à-vis de la question identitaire. Dans la première sous-catégorie, celle de l'interprétation avec un travail d'abstraction assez approfondi, qui donne les prémices d'une synthèse réussie, on retrouve le bâtiment de la Maison de la Culture de Skikda par l'architecte Faisal Kassis. Dans ce projet, qui se veut un élément structurant dans un terrain au tissu assez large, fait de tours d'habitat et d'équipements clôturés, l'architecte a fait des efforts en termes de structuration urbaine. Il a d'abord évité que son projet soit juste un objet. Il a choisi l'alignement, il a choisi de structurer la rue,
et donc ce sont des choix assez courageux que l'architecte a fait. Selon le poster de présentation du projet élaboré par l'architecte lui-même, il est en effet question de prendre en compte la question identitaire dans la conception du projet, et c'est presque une évidence pour lui que de proposer l'arabo-mauresque comme réponse. Sur un terrain trapézoïdal et incliné situé dans un environnement au tissu effiloché, fait de bâtiments de logement social qui restent à restructurer, l'architecte pose son bâtiment en occupant la totalité du terrain et en rendant le bâtiment urbain par l'intégration de boutiques qui créent la mixité et l'attractivité. Ce détail a son importance car rarissime en raison de la sectorialité qui sévit chez nous et des négociations qui échouent souvent dans ce genre d'exercice. Si l'architecte a choisi pour l'ensemble des matériaux modernes, faisant la part belle au verre, à l'aluminium, avec des proportions d'ensemble qui cadrent plus avec la technologie moderne, le travail d'interprétation qui me paraît le plus abouti est celui concernant la coupole. Cette dernière a été intelligemment réinterprétée avec une extériorisation des poutres autoportantes supportant la toiture. Malheureusement, cette conception n'a pas été suivie au niveau de la réalisation, qui a éliminé les poutres apparentes, peut-être par manque d'entreprises spécialisées, et c'est bien dommage. Pour le reste, ce bâtiment représente une synthèse intéressante, même si on reste un peu sur notre faim concernant le collage de certains éléments purement décoratifs sur la façade principale. La bibliothèque municipale de Médéa, conçue par l'architecte Jamal Kari, est intéressante à plus d'un titre, car on y perçoit une audace peu commune dans la réinterprétation d'éléments traditionnels. Réinterprétation si bien réussie qu'elle vient sous forme de suggestions et s'éloigne des citations traditionnelles. Jamal Kari puise son inspiration de références multiples, anciennes et récentes. Ainsi sont convoqués nos anciennes médersa pour le concept global, l'Institut du monde arabe de Jean Nouvel et d'architecture studio pour les moucharabiés, et la tour de Samara en Irak pour la tour d'exposition conçue en rampe ascendante jusqu'à la salle des chercheurs, point culminant symbolique de la bibliothèque. Le travail sur les moucharabia rappelle un peu le travail de Nouvel et d'architecture studio pour l'Institut du monde arabe à Paris. La calligraphie arabe a aussi la part belle dans ce projet. Les murs calligraphiés et les pavages au sol reprennent des motifs géométriques appartenant à l'imaginaire islamique. Enfin, si la réalisation suit, on aura droit à un bâtiment qui laissera des traces et démontrera que l'identité n'est pas forcément égale à pastiche. Malgré la multiplicité des références et la tâche difficile d'opérer une synthèse, l'architecte a réussi le pari de produire une architecture contemporaine, lumineuse, dans laquelle les emprunts au patrimoine, injectés à dose homéopathique, ont produit une synthèse cohérente qui augure d'autres réalisations du genre. Dans le même registre, on trouve le musée Émir Abdelkader de Mascara, conçu par l'architecte Jawahar Hammou. Là aussi, on constate que les éléments traditionnels ont été réinterprétés de manière intelligente et constituent plus des rappels et des suggestions que des éléments lourds et plaqués. Le concept est simple et l'écriture architecturale est lisible. Une réalisation a attiré mon attention, c'est ce centre culturel d'Azazga conçu par l'architecte Rachid Hamidouche. Situé en zone à faible densité, à l'habitat effiloché, à la sortie ouest d'Azazga, le projet soigneusement implanté, en choisissant l'alignement sur deux côtés du terrain, a permis de structurer les rues adjacentes et de façonner un espace urbain, support d'activités culturelles diverses et de convivialité. Ce dernier, bien défini, possède les attributs le rendant appropriable par les usagers. Le projet a en outre permis de restructurer l'ensemble de la zone limitrophe et de lui donner du caractère.
Du reste, le maître de l'œuvre a choisi une composition éclatée, favorisant l'extérieur, même si ce choix d'une composition lâche ne nous paraît pas indiscutable par rapport au climat de la région. L'implantation différenciée des différents bâtiments sur des niveaux topographiques différents permet de résoudre des contraintes liées à la nature du terrain et de permettre une adaptation à la morphologie du terrain qui, au final, a permis de déboucher sur un résultat intéressant. Sur les plans des choix formels, le centre culturel d'Azazga est un ensemble de bâtiments sobres et épurés, de couleur blanche, qui s'insèrent assez bien dans leur environnement urbain et naturel à la fois. Les comptes rendus du projet ne mentionnent pas une quelconque suggestion identitaire, ni même l'architecte d'ailleurs, et l'écriture architecturale s'inscrit résolument dans une modernité sans concession qui rappelle à bien des égards l'architecture de Richard Meyer. Rachid Hamidouche a fait le choix d'une architecture moderne, dépouillée, révélant une esthétique de forme géométrique qui ne s'inscrit pas dans une mouvance ou dans un style quelconque, mais bel et bien dans une sorte de neutralité moderniste qui permet à tout un chacun de s'exprimer à sa manière. N'est-ce pas cela le meilleur réceptacle pour une expression culturelle libre? Chez Ismail Mellaoui, un architecte particulièrement créatif, l'identité ne concerne pas uniquement des projets à vocation culturelle ou cultuelle, mais s'invite aussi dans des bâtiments à vocation administrative ou touristique. C'est le cas des deux sièges du TVA, Touring Voyage Algérie, construits respectivement à Batna, la capitale des Aurès, et à Biskra, située aux confins des monts illustres et portes du désert. Pour le premier bâtiment, c'est-à-dire celui de Batna, la référence clairement affichée à l'identité locale se manifeste par une sorte d'enveloppe protectrice fabriquée par les mains orfèvres d'un artisan déniché par l'architecte et qui reprend à une grande échelle des motifs issus des bijoux berbères de la région. Néanmoins, la quête d'une identité plurielle pousse jusqu'à un certain éclectisme qui se manifeste par des références discrètes à des motifs ou à des éléments architectoniques appartenant au répertoire, plutôt à l'imaginaire islamique, comme je l'ai déjà dit. Dans le bâtiment du TVA de Biskra, un des chefs-d'œuvre de l'architecte, Mellaoui aborde la question de l'identité d'une manière intelligente. La référence clairement affichée au palmier, véritable symbole de la région, dont il tire les motifs qui composent la façade, n'ont pas comme finalité la seule esthétique, mais aussi la protection de la façade en verre des rayonnements solaires, particulièrement brûlants dans cette ville. En effet, le palmier, comme symbole et image, a été revisité, décomposé et recomposé d'une autre manière pour passer d'une image à un élément d'architecture qui n'est pas un élément rajouté seulement pour l'esthétique ou pour la signification, le signe, mais qui est aussi un élément fonctionnel. Le triptyque structure, forme, fonction préserve les interrelations de ces composantes et l'on s'éloigne du pur formalisme. La protection solaire ne s'arrête pas à la peau enveloppant la façade dans le bâtiment du TVA de Biskra, mais s'étend au toit parasol qui protège le bâtiment des rayons du zénith. Cette composition simple et complexe à la fois confère une identité régionale au bâtiment pour en faire une icône et un point de repère dans le paysage urbain biskri. Enfin, ce bâtiment emblématique annonce les prémices d'une synthèse réussie, car les lectures y sont multiples et complexes et s'éloignent du premier degré, même si la référence première reste claire. Dans son village touristique à Skikda, Mohamed Arabi Marhoum a choisi une écriture simple, dépouillée d'un morceau de ville dont la morphologie est générée en grande partie par le site. On peut le voir à travers cette courte vidéo. Donc le projet est implanté dans une zone touristique, mais contrairement aux autres projets implantés ça et là, celui de Marhoum se distingue par sa compacité, par sa façon de se poser
d'épouser les formes du terrain et de ne pas gaspiller le terrain ô combien précieux dans nos zones côtières. Sur ce dernier, c'est-à-dire sur le terrain, le maître de l'œuvre dispose deux axes majeurs qui structurent chemin, place, placette. Les perspectives changent au gré des cheminements et des lieux différenciés. Le plan global est resserré, compact, épargnant du gaspillage le précieux terrain de la côte et contrastant avec l'architecture touristique du full inclusive, trop effiloché et monofonctionnel. Le projet de Marhoum a été dessiné comme un morceau de ville, avec des structures construites, différenciées, générant des espaces différenciés, un morceau de ville, quoi. Les éléments composant la richesse urbaine sont là, rues, ruelles, espaces, piétons, etc. Les alignements sont choisis avec minutie, permettant de créer les éléments urbains qu'on vient de citer. Permettant aussi de structurer, d'orienter, de suggérer, et ainsi de suite. Les bâtiments singuliers deviennent des éléments de repère qui permettent de structurer et d'orienter la composition de l'ensemble. Au final, l'ensemble est un tissu cohérent, s'apparentant au village de vacances conçu par Pouyan ou encore Condilis Josiki Woods. Une composition dense qui ne gaspille pas le précieux terrain de la côte. Un premier pas vers une identité contextuelle, mais non matérialisée par des effets trompe-l'œil, est déjà là. Ici, dans ce village situé à Filfila, on se sent dans l'un de ces villages méditerranéens. Il n'y a pas de prétention identitaire, pas de fioriture. L'identité y est beaucoup plus profonde. Elle transparaît à travers toute l'œuvre. Il y a à la fois la méditerranéité, la Kasbah, et on peut dénicher d'autres références. Des formes géométriques simples, percées d'ouvertures rectangulaires, accentuent l'effet horizontal. Les décorations, les ornements, les corniches, la tuile, les archétypes pseudo-islamiques ou mauresques sont bannis. La place est laissée toute grande à une poésie formelle d'un modernisme revisité et qui refuse de mourir. Avec cette réalisation, et à l'instar d'autres formes blanches et épurées, l'architecte rend hommage à certaines références qui lui sont chères, dont Pouyan, ici représenté, avec quelques-unes de ses œuvres, mais aussi à Henri Seriani qui tient dans la carrière et dans l'itinéraire de l'architecte une place de choix, et enfin à Alvaro Siza par son architecture aux formes géométriques, blanches et pures, avec son ancrage méditerranéen. En fin de compte, cette insertion dans le contexte topographique et naturel donne à ce complexe un aspect familier, avec un travail très important sur les repères, les articulations, les perspectives changeantes, les échappées visuelles, des formes simples qui épousent la topographie, conférant une adaptation réussie à l'ensemble, une horizontalité assumée, cassée parfois par des éléments verticaux, ponctuant des éléments de circulation verticale. C'est une identité en profondeur, pas en trompe-l'œil. Chez Marhoum, aucune concession n'est faite à la décoration superficielle, aux archétypes usés et abusés de type coupole, arc ou autres motifs dits traditionnels. C'est une identité apaisée, locale
et universelle à la fois, puisant ses sources dans des références proches et lointaines à la fois. C'est le choix difficile mais réussi du maître. Enfin, pour conclure ces 3 vidéos consacrées à l'identité, nous voudrions le faire en nous référant à une icône de l'architecture algérienne, de l'architecture universelle, Jean-Jacques Deleuze. Pourquoi se référer à Deleuze? Parce que il a produit, entre autres, son œuvre est immense, mais il a produit des textes qui fustigent le formalisme. À mon sens, le formalisme est le pire ennemi de l'architecture. Et le texte de Deleuze, à ce propos, est très éloquent. Deleuze nous dit, le formalisme n'est pas un style, c'est plutôt au contraire une absence de méthode, un dogmatisme. Cela se retrouve dans toutes les formes d'expression artistique et particulièrement dans la poésie, la peinture, l'architecture. Il y a formalisme chaque fois que le concepteur, l'artiste, l'architecte, au lieu de puiser dans la réalité du problème qu'il a à résoudre, invente une forme. Une telle définition peut surprendre car on imagine volontiers que l'artiste est un inventeur de formes. C'est ce que beaucoup de gens croient en fin de compte. La nuance est subtile. En réalité, personne n'invente quoi que ce soit. Chaque objet nouveau procède des objets ou des connaissances qui l'ont précédé. On peut comprendre dès lors ce qu'est le formalisme. Deleuze continue, privé de son aliment naturel qui n'est pas l'objet acquis en soi, mais la substance nourricière qui peut donner naissance à cet objet, l'imagination devient une simple machine à fabriquer des formes. C'est ce qu'on constate dans tous ces projets qui essayent de créer une identité factice en créant des formes ou en reproduisant des formes qui sont hors du temps et de l'espace. Au lieu de chercher à produire une identité contextualisée, objective, nous en avons déjà donné les contours dans la vidéo numéro 2, à travers les 8 éléments d'Orozco, pour un régionalisme critique. Et donc, Deleuze nous dit que, privé de son aliment naturel, qui n'est pas l'objet acquis en soi, mais la substance nourricière qui peut donner naissance à cet objet, l'imagination devient une simple machine à fabriquer des formes, et comme il faut des prétextes pour justifier ces formes, elle ne peut s'appuyer que sur des dogmes ou des modèles. Les mots qui pourront qualifier le formalisme seront la gratuité, l'arbitraire, la simplification, qui ne veut pas dire la simplicité, bien entendu, car elle se traduit souvent au contraire par de la complication inutile. Je vous remercie.